BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. On va revenir dans quelques instants sur la hausse du Bitcoin. Le Bitcoin qui ne s'arrête plus, qui a dépassé le niveau technique très intéressant, charnière des 35 000 $. On parlera aussi de l'Argentine. On va se demander si l'Argentine est un futur pays ouvertement pro-Bitcoin. On parlera aussi de MicroStrategy qui ne s'arrête pas d'acheter du Bitcoin, et aussi de la plateforme DYDX, plateforme de trading décentralisée, mais on parlera surtout de son token de gouvernance. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Zito. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous êtes General Manager chez Paymium, et Louis Tellier. Bonjour Louis. Bonjour Amaury. Vous êtes journaliste chez The Big Whale. Exactement, bonjour à tous. On va commencer par revenir sur la hausse du Bitcoin qui ne s'arrête plus en ce moment. Pour vous Laetitia, tout simplement, à quoi est due cette hausse du Bitcoin ? Il n'arrête pas de monter, en tout cas pour l'instant. C'est vrai que ces derniers 15 jours à peu près, on avait une grosse hausse, près de 30%. J'ai noté 33 000 €, 35 000 $. C'est toujours difficile d'expliquer pourquoi. Il n'y a pas forcément toujours une seule raison. Peut-être que c'est dû à des effets d'anticipation sur des possibles ETF qui vont se valider prochainement par la SEC. Peut-être aussi anticipation du halving qui aura lieu en 2024. Il y a pas mal d'options possibles pour cette hausse. Oui, puis on a eu aussi une décision de la Fed qui décide de maintenir ses taux inchangés. C'est peut-être aussi ce qui rassure le marché. Louis, vous avez quelque chose à dire sur cette hausse du Bitcoin qui a lieu déjà depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant, prendre plus de 100% en un an? En fait, c'est effectivement, il y a un côté anticipation, c'est-à-dire que BlackRock, par exemple, avait annoncé qu'ils allaient commencer à approvisionner leur potentiel futur. Bon, même si maintenant ça fait plus trop de doute, c'est plutôt une question de temps et pas une question de si leur ETF spot Bitcoin va être approuvé par la SEC, et puis celui d'autres acteurs aussi. Donc effectivement, il y a potentiellement une anticipation sur les marchés. Il y a aussi peut-être autre chose, le fait aussi que le Bitcoin en fait confirme, c'est-à-dire que vous avez Michael Saylor, vous en avez parlé, MicroStrategy, Michael Saylor qui était le patron de MicroStrategy, mais en tout cas le fondateur, qui est ouvertement pro-Bitcoin, qui est devenu une figure importante du milieu du Bitcoin. Et pour lui, comme le Bitcoin n'est pas directement lié à l'inflation monétaire des États ou à la création monétaire faite par les États ou faite par les entités institutionnelles classiques, on va dire monétaires, en fait lui il parie tout simplement sur le fait que le Bitcoin va continuer à s'apprécier dans le temps. Et pour le moment, ça lui donne raison, puisque tous les bitcoins que vous avez cités, que MicroStrategy a acquis, alors je crois un peu moins de 160 000 unités maintenant, ont été faites à un prix... 158 400. 158 400, ouais. Exactement. Ont été faits à un prix d'à peu près, en moyenne pour chaque unité, de 29 000 $. Et on voit qu'aujourd'hui, le prix du bitcoin est à 35 000. Donc pour le moment, ça lui donne raison. Autre point aussi intéressant, c'était qu'au T2 2022, il y avait un amortissement de trésorerie où le Bitcoin pesait pour à peu près moins d'1 milliard. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un trou potentiellement, on va dire, dans la caisse de 1 milliard pour MicroStrategy, puisque à ce moment-là, le Bitcoin était bien en dessous de la moyenne des... Alors, je crois à l'époque, c'était 32 000, ils avaient acheté, mais voilà, était bien en dessous de la moyenne des 29 000 auxquels ils ont acheté chacun de leurs Bitcoins. Oui, puis c'est intéressant parce qu'on voit que MicroStrategy, en ce moment, ils ont des résultats du T3 qui ont été publiés, qui n'étaient pas très bons. Et finalement, c'est le Bitcoin qui les sauve un petit peu, entre guillemets. Alors effectivement, aujourd'hui, en fait, il y a une blague un petit peu à dire sur les marchés qui qualifie MicroStrategy, qui est en fait le premier ETF spot. Quelque part, c'est un peu MicroStrategy, parce qu'on voit que le cours de l'action MicroStrategy, depuis que MicroStrategy a commencé à acquérir du Bitcoin, en fait, suit quasiment... Alors, évidemment, c'est pas quelque chose de très sérieux, mais c'est marrant de voir effectivement que la courbe de l'action MicroStrategy, en fait, suit quasiment... on va dire, de manière fidèle, le cours du Bitcoin. MicroStrategy a donc devancé BlackRock, c'est ça qu'on est en train. Alors, techniquement, non, puisque c'est pas un ETF, c'est pas du tout les caractéristiques d'un ETF, mais en tout cas, c'est une blague qui circule aujourd'hui. Est-ce que MicroStrategy, finalement, c'est pas la première boîte centralisée Bitcoin ? Laetitia, évidemment, on parle de cette course à l'ETF Bitcoin Spot, qui alimente certainement en grande partie cette hausse, mais il y a aussi le halving. Le halving, voilà, le nombre de Bitcoin divisé par 2
tous les 4 ans. Et c'est ce qui, en tout cas traditionnellement, pour l'instant... C'est tous les 4 ans en estimation, parce que c'est tous les 210 000 blocs. Donc là, on estime que ce sera sans doute avril 2024. La dernière fois, c'était mai 2020. Et donc là, la récompense va passer de 6,25 bitcoins quand on mine un bloc à 3,125 bitcoins lorsqu'on mine un bloc. Donc ça, c'est un gros changement. Ça a souvent entraîné après une hausse du cours du bitcoin. Donc ça peut être une des anticipations qui est faite aujourd'hui sur le cours. C'est intéressant ça, parce qu'on ne sait jamais très bien à quoi est due la hausse par rapport au halving, mais elle est due à l'effet de rareté, on va dire au premier degré, ou alors c'est plus psychologique, c'est-à-dire qu'on price le halving avant. Et d'ailleurs, souvent, cette hausse intervient quelques semaines après, c'est un peu décalé. Quelques mois après. Comment on peut l'expliquer, ça ? Toujours difficile d'expliquer. Les marchés, ils ont une vie à eux, je pense, mais on peut. Enfin, il y a plein de facteurs. Aussi, le fait que ça fait plus aucun doute aujourd'hui que le Bitcoin est une réserve de valeur. On l'a vu par l'adoption dans différents pays, de plus en plus, des pays en hyperinflation par exemple, où les habitants se tournent vers le Bitcoin pour sauvegarder une partie de leurs avoirs. Et puis après, il y a tous les développements autour des applications autour du Bitcoin. On voit, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer. Alors, Bitcoin en tant que réserve de valeur, ça fait encore débat. Tout le monde n'est pas encore complètement convaincu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu récemment avec l'actualité malheureuse qu'il y a au Proche-Orient. Bitcoin fait partie, avec l'or, en fait, des seuls actifs qui ont monté suite au départ de ce conflit, alors que tout ce qui est actions et obligations... Il y a eu une décorrélation, c'est-à-dire que le Bitcoin a surperformé par rapport au marché actions et c'est même surperformé par rapport à l'or, il me semble. Oui. Et donc c'est intéressant. C'est des mécanismes intéressants à observer. Louis, une réaction par rapport à ça, le fait que, mine de rien, alors on ne sait pas si ça va continuer à être le cas sur le long terme, mais on voit que Bitcoin, en tout cas, se décorrèle de plus en plus des actifs traditionnels, en tout cas des marchés traditionnels. On l'a souvent dit quand même assez corrélé au Nasdaq. C'est de moins en moins le cas. Comment on peut l'expliquer ? Est-ce que c'est un hasard ou alors c'est en train de devenir une réelle réserve de valeur, tout simplement ? En fait, ça dépend. C'est-à-dire que parfois, dans des marchés de taux, en fonction de la variation des taux, en fait, les investisseurs vont considérer qui vont avoir de l'argent entre guillemets en trop, donc il va bien falloir aller l'investir dans quelque chose qui est réputé comme étant très risqué. Et le Bitcoin, pour le moment, a un cours très spéculatif et donc fait partie potentiellement de ces actifs qui pourraient rapporter de l'argent puisque le cours est très variable. Et puis, en fait, on en revient toujours un petit peu à la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule blockchain, réseau, crypto-monnaie, parce que le Bitcoin, c'est tout à la fois, effectivement, en fait, est complètement décorrélé de la création monétaire des États et surtout, en fait, c'est aujourd'hui la crypto, le réseau le plus décentralisé, dans le sens où aucun acteur vraiment, si demain par exemple une société de minage de Bitcoin fait faillite, le Bitcoin ne va pas s'arrêter. Si demain, ça c'est un débat, mais si demain Vitalik Buterin se désengage d'Ethereum, comment va se porter Ethereum ? Alors qu'on ne se pose pas forcément cette question-là avec Bitcoin. Et ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que la seule crypto qui n'est pas embêtée, entre guillemets, par la SEC, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin qui a été qualifié, je crois, depuis 2018 par la CFTC, donc qui est l'autre entité en gros, l'autre gendarme, on va dire, autre grand régulateur américain, qui a été qualifié de commodity et pas de security. C'est-à-dire que, en fait, considère que le Bitcoin est assez décentralisé pour, effectivement, qu'il n'y ait pas un acteur qui puisse influer sur le prix. Ça, d'ailleurs, très tôt, ça a été une évidence. Il n'y a pas eu de débat là-dessus, ou ça a fait débat quand même à l'époque ? Si, ça a fait débat, ça faisait encore un petit peu débat, je crois, vers 2000-2021, quand il y avait, quand le bull run, le dernier bull run qu'on a vu est arrivé de manière assez spectaculaire. Mais aujourd'hui, en tout cas, dans la bouche de Gary Gensler, ça ne fait plus tellement de doute. Je crois qu'il avait déclaré il y a un an, donc c'était à peu près, je crois, en octobre ou en septembre 2022, qu'effectivement, il considérait potentiellement comme security, donc comme titre financier, toutes les cryptos sauf Bitcoin. Donc effectivement, là on voit que Bitcoin jouit un petit peu d'une réputation particulière et confirme effectivement que ce que scandent tous les maximalistes, enfin pas que les maximalistes, mais en tout cas les partisans de Bitcoin, qu'effectivement le Bitcoin n'est pas entre guillemets régulable quelque part. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, si vous voulez réagir là-dessus, mais il y a eu un tweet très récent de Gary Gensler à l'occasion de la publication du 15e anniversaire de la publication du livre blanc, du white paper de Bitcoin.
Et il a dit dans son tweet, il a souhaité bon anniversaire au white paper du Bitcoin. Et derrière, il a dit une déclaration que j'ai pas exactement. Il a dit, mais je resterai très sévère à l'égard des entreprises crypto. C'est ça, Louis Mais en fait, ça dépend. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que vous allez considérer Ethereum comme une securities? En fait, quand c'est un coin qui va servir à utiliser le réseau Ethereum, non, c'est pas forcément une security. En revanche, quand vous allez, par exemple, en tirer un bénéfice, ça va être une securities. Donc, c'est un petit peu la même chose pour Bitcoin. Le réseau en lui-même et, entre guillemets, le coin qui le sert à faire fonctionner, ou en tout cas à s'en servir, n'est pas une security. Donc, en fait, il faut considérer la manière dont vont être utilisés ces cryptos-là et par qui. Donc, effectivement, il va rester vigilant sur la manière dont certains vont distribuer le Bitcoin, vont être transparents avec leurs investisseurs. Mais effectivement, pour lui, il se souhaitait, entre guillemets, bon anniversaire à la blockchain en elle-même qui avait effectivement 15 ans et qui, on le répète, est la plus décentralisée et aujourd'hui la blockchain la plus, on va dire, décorrélée de la création monétaire des États. Qu'est-ce que ça veut dire pour finir là-dessus? Ça voudrait dire que Gary Gensler lui-même serait peut-être Bitcoin maximaliste, et ce qui expliquerait qu'il voudrait tenir C'est une des blagues qui circule effectivement. Oui, c'est ça. Ouais, on le rappelle. Il a été professeur au MIT sur de blockchain, toutes les questions de crypto. Il a tenu un module. Donc effectivement, il connaît quand même assez bien son sujet. Mais bon, en ce moment, il est assez sévère pour la majorité de l'écosystème, et le seul, effectivement, comme vous l'avez souligné, Amaury, qui laisse entre guillemets tranquille, c'est Bitcoin. Laetitia, vous, chez Paymium, vous êtes les pionniers de la crypto, enfin du Bitcoin en France. Quelle évolution vous voyez dans la demande, dans les clients que vous avez sur la vision justement du Bitcoin? Alors nous, on est un échange au départ. On a aussi d'autres services de gestion d'actifs pour les gestionnaires de patrimoine, et on a de plus en plus de demandes entrantes de personnes, d'entreprises qui souhaitent fournir leurs clients en crypto, en Bitcoin en particulier. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet là-dessus pour nous en ce moment. Et puis on voit de plus en plus aussi d'entreprises qui souhaitent se faire payer en Bitcoin. Donc on a des demandes entrantes à différents niveaux. Je pense que les applications sont encore au début. C'est balbutiant, mais ça vient de plus en plus. Il y a le Lightning Network qui se développe beaucoup. Donc voilà, on a des beaux jours devant Bitcoin, je pense. Même des entreprises qui souhaitent se faire payer en Bitcoin, Ouais. ça pourrait être quoi l'intérêt pour elles? Ça peut être déjà de fournir une clientèle qui souhaite utiliser leur Bitcoin, qui souhaitent les utiliser, même si certains ils voient une réserve de valeur, d'autres souhaitent potentiellement les dépenser. Et après, ça peut être soit pour se faire payer en Bitcoin, soit pour conserver eux-mêmes des Bitcoins et pouvoir voir qui s'apprécieront avec le temps, ou les convertir directement en euros. Les applications sont diverses, on a des demandes à plein de niveaux différents. Ce qui est peut-être intéressant à souligner, c'est que, alors, je ne citerai pas le nom de ce bar, mais vers Bourse, il y a un bar depuis 2012 ou 2013 qui accepte le Bitcoin. Donc en fait, ce qui est intéressant quand vous acceptez le Bitcoin via le Lightning Network ou via un transfert de Bitcoin pour payer une boisson ou quelque chose, c'est qu'en fait, vous n'allez pas aller l'acheter sur une plateforme d'échange. Et souvent, en fait, les plateformes d'échange, vous allez payer un frais en plus qui est lié à la blockchain et qui est lié également aux frais de transfert d'une plateforme. Sur certaines plateformes, c'est très élevé. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est soit quand vous recevez une partie de votre salaire en Bitcoin ou en crypto, ou alors que vous faites payer, vous avez accès à un Bitcoin via lequel vous allez payer peut-être des frais qui sont réduits. Et puis, quelque part, voilà, il y a peut-être un client sur 100 qui va accepter du Bitcoin. Donc, en fait, ça coûte rien. C'est-à-dire que vous avez un petit matelas de Bitcoin, vous n'êtes pas obligé d'aller l'acheter ailleurs. Et puis, si ça monte, vous êtes content. Et c'est un petit pari sur l'avenir. Mais donc ça veut dire qu'il y a un intérêt quand même de se faire payer en Bitcoin, parce qu'on pouvait se demander, ça en tout cas dans un pays comme la France, sachant que c'est quand même taxé, il y a quand même la flat tax qui est applicable. Après, c'est effectivement c'est un calcul à faire, mais après l'intérêt n'a d'intérêt que pour celui qui porte cet intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que le Bitcoin monte? C'est parce qu'il y a des gens, pour toutes raisons diverses, qui y croient. En fait, c'est un petit peu, si vous avez envie d'investir, je sais pas, dans des chaises ou des casseaux, parce que vous estimez qu'un jour ça va avoir beaucoup de valeur, effectivement, vous pariez dessus. Mais aujourd'hui, le Bitcoin est considéré, et on le voit avec la course aux ETF spot, comme un actif à part entière. Donc, pourquoi pas recevoir cet actif et puis parier dessus sur le futur? Peut-être qu'on aura tort, peut-être qu'on a raison, mais si on a raison, en tout cas, ça fera un petit bénéfice pour la fin de l'année ou pour partir en vacances. Et puis vous avez une fiscalité qui est différente entre les particuliers, où il y a la flat tax, et les entreprises qui ont une fiscalité à part sur les cryptos. Donc c'est pas
insensé d'accepter des paiements en crypto, au contraire. Et puis, les entreprises peuvent avoir besoin de diversifier leur trésorerie, donc ça peut être très intéressant pour elles. Et vous, Lydia, vos clients chez Paymium, pourquoi ils croient en Bitcoin en général? Vous en parlez de ça avec eux, ou alors il n'y a pas tellement à les convaincre, ou alors ceux qu'il faut convaincre, qu'est-ce que vous leur avancez comme argument? On a vraiment des typologies très différentes de clients. Il y a vraiment ceux qui vont être des hodlers, qui vont acheter pour garder, conserver leur Bitcoin en vue d'une augmentation du cours. Il y a vraiment ceux qui vont être des traders, qui souhaitent vraiment échanger et faire des plus-values sur des échanges. Donc en général, c'est des gens très avertis, qui s'y connaissent bien, qui vont peut-être être sur plusieurs plateformes, faire de l'arbitrage. On a des entreprises, comme je le disais, qui souhaitent se faire payer en Bitcoin, diversifier leur trésorerie. Il y a énormément de cas d'usage. Et pour finir rapidement là-dessus, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont influencées par exemple ce que fait MicroStrategy, qui rachète toujours plus de Bitcoin? Est-ce que vous avez des cas comme ça qui disent nous finalement ça nous intéresse de placer notre trésorerie en Bitcoin? On a vraiment plein de cas différents, et ils ne vont pas forcément nous le présenter. On veut placer notre trésorerie en Bitcoin. Ils disent on s'intéresse, on veut acheter du Bitcoin. En tout cas, on veut s'exposer. Sans forcément nous exposer complètement leur choix et leur stratégie, parce que c'est la leur aussi. Mais oui, on a pas mal de demandes. On parlait à l'instant de plateforme d'échange centralisée. Maintenant, on va aborder une plateforme d'échange décentralisée. Enfin, en tout cas, c'est une plateforme de trading décentralisée. Mais ce n'est pas de trading dont on va parler, mais de tokens, plus précisément de tokens de gouvernance et de réglementation. Quelle place doit avoir un token dans un projet crypto, parce qu'on voit que cette plateforme de trading décentralisée DYDX vient de migrer vers sa propre blockchain et donne même Louis du coup une nouvelle vie à son token de gouvernance. Déjà, peut-être pour mettre en contexte, en général, à quoi sert un token de gouvernance, pour commencer? Alors, un token de gouvernance, donc, en gros, c'est, on va dire, une représentation d'une part d'un projet. C'est-à-dire qu'en gros, un token de gouvernance dans un projet, donc vous allez avoir le UNI pour Uniswap, vous allez avoir le AAV pour AAV, et effectivement, vous allez avoir le DYDX pour DYDX, donc, que vous devez citer. Donc, grosso modo, si on enlève tous les scams souvent et les tokenomics douteuses, en gros, un token de gouvernance doit servir globalement à deux choses. D'abord, à inciter l'utilisateur à croire dans un projet. Donc, vous allez l'inciter à venir utiliser un produit. Donc, ça s'est vu notamment avec Compound, qui était un protocole de prêt d'emprunt, grosso modo. Et en gros, pour inciter à utiliser son produit, effectivement, il émettait, en fonction de l'utilisation, vous pouviez gagner des comps, donc qui était le token de gouvernance. Et plus vous en aviez, et plus vous avez un pouvoir de vote, effectivement, donc dans l'organisation autonome décentralisée, qui, on va dire, l'espèce de CA de ces protocoles décentralisés. Un moyen de fidéliser les clients, en quelque sorte. Exactement, c'est ça. Et alors après, effectivement, le token de gouvernance, si vous investissez en equity, c'est-à-dire qu'en gros, pour investir en equity, un capital risqueur va venir chez ce protocole et va lui dire, voilà, j'achète 20% du protocole, donc tu me donnes à peu près 20% des tokens que tu vas émettre dans un premier temps. Et à partir de là, vous avez un pouvoir de gouvernance, un pouvoir de vote dans la DAO pour agir et pour orienter un petit peu le protocole vers où vous voulez aller, mais à l'image d'une entreprise classique. Voilà. Et pourquoi le cas DYDX qu'on aborde aujourd'hui est-il en lui-même particulièrement intéressant, surtout au vu du contexte réglementaire, on va le voir? Alors, c'est intéressant parce qu'auparavant, DYDX ne fonctionnait pas sur sa propre blockchain, fonctionnait en fait sur ce qu'on appelle un layer 2. Donc c'est une seconde couche d'Ethereum qui sert en fait à scaler Ethereum, c'est-à-dire à réaliser beaucoup plus de transactions par seconde en étant relié donc à Ethereum. Et là, ils ont migré donc vers l'écosystème qu'on appelle Cosmos. Et en fait, ce que permet Cosmos, c'est notamment d'avoir sa propre blockchain. Et donc, qu'a fait DYDX pour à la fois incentiver, donc continuer à attirer les utilisateurs et donner une utilité à son token. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont introduit le stacking. Donc le stacking, en gros, c'est vous participez à la sécurisation du réseau, donc en l'occurrence là, à la validation des blocs, contre rémunération. Donc en fait, ça permet deux choses. Donc effectivement, continuer à donner une vie à ce token, une utilité, et surtout aussi à montrer à la SEC, donc aux gendarmes boursiers américains, que ce token est un utility token et pas un security token. Donc en gros, un security token, c'est effectivement être qualifié comme titre financier. Et la SEC, ces derniers temps, comme on l'a un petit peu vu sur le débat précédent avec le Bitcoin, a tendance à considérer un petit peu toutes les cryptos via lesquelles on va recevoir un revenu passif, donc ce qu'on appelle en fait une sécurité, un titre financier. Vous allez recevoir un dividende passif. Et ben là, en fait, il y a une utilité, c'est le stacking. Alors après, on peut se dire, c'est le moyen de contourner la loi. En fait, pas tellement, parce que
le DYDX devient central dans le projet. Il permet aussi de continuer, parce que quand vous allez utiliser le protocole, vous allez être rémunéré en DYDX. Et en fait, ça permet de donner une nouvelle vie à ce token. On peut croire que c'est quelque chose de très crypto, ça permet de faire de l'argent avec l'argent. En fait, pas du tout, parce que la plupart des protocoles ont du mal à donner une seconde vie à leur token, du fait notamment réglementaire, mais aussi du fait de trouver des moyens de continuer à pouvoir acquérir une communauté solide autour du projet. Donc aujourd'hui, DYDX est encore assez petit par rapport aux mastodontes de la finance, mais en tout cas, c'est un système assez ingénieux, à la fois utile, qui effectivement pourrait inspirer beaucoup d'entreprises centralisées qui seraient tentées de lancer leur protocole décentralisé dans le futur. Donc pour résumer, c'est donner une utilité supplémentaire à ce token pour éviter que ce soit considéré comme un simple titre financier et du coup être touché par la régulation. Mais effectivement, le régulateur, qu'il soit américain ou européen ou que sais-je, il pourrait se dire oui, il y a une manœuvre derrière ça. Mais vous avez l'air de dire que c'est pas forcément un risque que le régulateur voit que ce soit une manœuvre uniquement pour lui glisser un peu passer un peu entre les mailles du filet. Ça, on le verra, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de risques techniques. Ils ont commencé à migrer, donc voilà, il faut rester assez prudent. Mais en tout cas, la manière dont c'est présenté, c'est une des premières fois où un protocole d'envergure, parce que DYDX est quand même assez utilisé dans la finance décentralisée, on le rappelle, c'est une plateforme d'échange spécialisée dans les produits dérivés crypto. Donc c'est la première fois qu'un protocole de cette envergure se risque à changer de système à ce point-là. Et ce qui est intéressant, je faisais référence aux entreprises traditionnelles. En fait, on considère que les tokenomics, donc les tokens, la crypto, est une grande partie de l'avenir de l'investissement en equity. Pourquoi ? Parce que là, vous disposez d'un investissement qui est beaucoup plus liquide, ou en tout cas qui porte l'espoir d'être beaucoup plus liquide via la blockchain, et vous pourrez investir directement dans une entreprise, surtout de manière transparente. Aujourd'hui, l'equity n'est pas toujours très transparente. L'espoir avec la blockchain, c'est qu'effectivement, on puisse savoir qui a quoi, comment est-ce qu'on peut voter. Donc ce serait de la finance beaucoup plus transparente. Effectivement, ça pourrait permettre à pas mal d'entreprises qui ont du mal à se financer aujourd'hui, à permettre à pas mal d'investisseurs d'accéder à l'investissement. Et donc c'est donnant-donnant pour les deux parties. C'est à suivre et c'est une des choses qui les reward assets, toute cette narrative qui servira à donner un cas d'usage concret à la blockchain et aux cryptos. Laetitia, on va partir en Argentine, parce que l'Argentine va peut-être être officiellement, entre guillemets, ou en tout cas ouvertement, devenir un pays pro-Bitcoin. On va voir. En tout cas, il y a eu le premier tour qui est passé. 19 novembre, il me semble, la suite. On a deux candidats. Un candidat un peu plus traditionnel, un candidat plus disruptif, on va dire. Le candidat disruptif n'a pas promis quelque chose dans son programme, mais il y a de l'hyperinflation, comme dans d'autres pays. Il en a parlé il y a quelques temps. On verra si ça peut être un autre pays qui bascule vers Bitcoin. En tout cas, c'est pas encore acté du tout, mais ça peut faire partie des scénarios envisageables. Oui, le candidat potentiellement pro-Bitcoin, en tout cas dans une émission télévisée, aurait dit que le Bitcoin pourrait être une alternative face, je cite, aux escrocs des banques centrales. Louis, qu'est-ce que ça nous dit ? Est-ce que ça peut vraiment faire avancer la cause Bitcoin, entre guillemets ? On ne sait jamais trop si ces déclarations sont politiques, mais effectivement, comme on l'a dit avant, le Bitcoin est un réseau qui n'est pas branché directement, ou en tout cas les États n'ont pas d'action directe sur la création monétaire du Bitcoin. Donc de là à dire que ça peut tout remplacer, moi j'ai une gros doute, mais en tout cas il y a beaucoup d'applications qui poussent dans ce sens-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le candidat entre guillemets pro-Bitcoin est favorable à quitter le peso pour le remplacer par le dollar américain et grosso modo est libéral. Donc en gros, son idée, moi j'en discutais avec quelques Argentins quand j'étais à Amsterdam. Et comment ils voient ça 2 semaines. En fait, c'est un candidat qui est libéral, donc la meilleure monnaie chassera la mauvaise. Donc en fait, lui, ce qu'il voit, c'est que son pays est en hyperinflation depuis plus de 20 ans, je crois. Il veut laisser faire la loi du marché, c'est ça ? Il veut laisser faire la loi du marché et utiliser la monnaie, alors en ayant une monnaie de référence quand même, et une monnaie légale, mais en tout cas, il veut effectivement que les gens puissent utiliser un petit peu la monnaie, les actifs
qui veulent pour lutter contre cette hyperinflation. Et le Bitcoin pourrait en faire partie selon lui. Eh bien, second tour en Argentine. Le second tour aura lieu le 19 novembre. On va suivre tout ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale, et Laetitia Zito, General Manager chez Paymium. À très bientôt. Merci. Vous retrouvez demain les pros des cryptos dès 15h. Et quant à nous, pour le club BFM Crypto, on se retrouve lundi à 15h. Bonne journée, bonne soirée. BFM Business, BFM Crypto, le club.